C'est parti. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Vous êtes nombreux à être connectés aujourd'hui pour ce webinaire qui porte sur les dispositifs de financement de la formation professionnelle dans la branche ALISPA, les dispositifs 2025. Et on est ravis que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui. Et on va tout de suite commencer parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Vous êtes encore certains à arriver, mais on va se lancer. De toute façon, on va lancer les choses tranquillement par un temps d'introduction, déjà un temps sur le fonctionnement de ce webinaire. Donc ce webinaire, comme vous le constatez, il se déroule sur Zoom. Euh, Est-ce que mon document est bien partagé? OK. Du coup, pour nous, il ne sait pas. Je vais juste essayer de régler ça. Ah, voilà. Hop, désolé pour ce petit souci technique. Donc, je reprends. Ces webinaires, ils se déroulent donc sur Zoom. On va balayer certains points et puis on aura des temps de questions-réponses qui seront formalisés. Pour cela, vous avez la possibilité donc de poser vos questions via un petit outil Q et R, hein, un outil dans Zoom. Pour y accéder, il y a une petite icône normalement dans la barre d'outils en bas de votre écran, donc Q et R. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions. On essaiera d'en prendre, dans la mesure du possible, certaines pour pouvoir y répondre. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à tout le monde. Donc, il est important de préciser à ce niveau-là il y a d'autres sessions d'information pour présenter les dispositifs de financement, notamment des réunions d'information collective organisées par les référents en région et Uniformation. On aura l'occasion d'en reparler. Ce sera vraiment les moments où vous pourrez poser vos questions. On essaiera malgré tout de répondre à certaines questions en direct durant ces webinaires. Une dernière précision, ce webinaire, il est enregistré et il sera mis en ligne suite à cette session. Il sera mis en ligne sur le site de branche www.alisfa.fr. Un petit tour par l'ordre du jour. D'abord, nous ferons un petit temps sur les financements de la formation. On présentera les intervenants. Il y aura un temps d'introduction par la présidence. On présentera la branche, on représentera le financement de la formation professionnelle de façon globale, et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. On ira voir quels financements sont mis en place pour répondre à quels besoins, et on conclura en regardant ensemble quelles sont les ressources et outils qui sont à votre disposition. Donc, un petit point sur déjà d'abord les temps d'information pour comprendre les financements en 2025, puisque ce webinaire, il s'inscrit dans un cadre beaucoup plus global. Donc, c'est le webinaire du 14 janvier, il est destiné aux employeurs de nos structures. Il y aura un second webinaire qui est organisé ce vendredi 17 janvier de 13h30 à 14h30, qui est à destination des salariés et sur lesquels on mettra davantage le focus sur les dispositifs qui sont à l'initiative du salarié, qui sont à sa main pour financer de la formation professionnelle et pour construire le parcours professionnel des salariés. Évidemment, ce webinaire, il est également ouvert aux employeurs, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez en savoir plus sur ces dispositifs et si vous voulez avoir l'occasion, du coup, d'avoir davantage de billes pour informer les salariés de vos structures. Comme je le disais tout à l'heure, on a les webinaires et suite à ces webinaires, on a des réunions d'information collective qui s'organisent partout en région, qui sont organisées par les référents en région et par les conseillers uniformation et qui seront les vrais moments d'échange pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Là, on va balayer les dispositifs dans le cadre de ce webinaire. Derrière tout ça, on a des situations concrètes qui peuvent appeler des réponses. Et donc, sur ces situations concrètes, ce sera vraiment l'occasion pour vous d'aller chercher des réponses. Et puis, c'est l'occasion de connaître vos référents en région et vos conseillers uniformation. Si vous avez jamais entendu parler des référents en région, si ça vous évoque rien, c'est particulièrement important de vous y rendre. Vous pouvez retrouver les coordonnées des référents en région sur le site
alisfa.fr. Et donc, on vous invite vraiment vivement à participer à ces temps qui sont organisés soit en présentiel, soit en distanciel. Les dates de ces événements vous sont communiquées par les référents en région eux-mêmes, par les conseillers emploi, formation, d'uniformation, et les dates sont également disponibles sur le site de branche alisfa.fr. Et puis enfin, au-delà de ces temps d'information de début d'année, on a des supports qui vous sont envoyés progressivement. Donc, on a une lettre d'info qui vous a été envoyée en ce début d'année, qui est disponible également sur le site alisfa.fr. Et puis, on a le tableau des règles de financement qui va très prochainement être mis en ligne, les brochures qui vont également très prochainement vous être envoyées. Et donc, voilà, toutes ces communications vont parvenir en ce début d'année. Une petite présentation des intervenants, donc parce que je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis accompagné de Michel et Isabelle, et donc je vais vous laisser vous présenter. Donc, Isabelle Duchesne, je suis administratrice au syndicat employeur ELISFA et vice-présidente de la CPNEF. Michel Poulet, je suis représentant de la Fédération nationale de l'action sociale force ouvrière et je préside la CPNEF. Et donc, je suis Sébastien Riquelme, responsable du pôle CPNEF, et j'accompagne techniquement les partenaires sociaux dans le pilotage de la politique emploi-formation au sein de la branche alisfa. Clac. Hop, on passe très vite sur les slides. Un petit temps introductif par la présidence, et donc je repasse la parole à Michel et Isabelle pour donc introduire ce temps de webinaire. Très bien, c'est à moi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, petite introduction un peu, on va dire, politique. Le contexte économique et budgétaire que nous connaissons est marqué par l'austérité. Austérité assumée par les gouvernements qui se succèdent et qui, sans pour autant changer de cap. La réduction des financements publics se concrétise, pour ce qui nous concerne, ici par une réduction de ce qu'on appelle des fonds légaux. La conséquence immédiate, c'est que les fonds conventionnels de la formation professionnelle sont davantage sollicités. Ces réductions amplifient encore les mécanismes qui sont inscrits dans la loi de 2018, la loi sur la formation professionnelle, qui attribue davantage de prérogatives aux branches professionnelles en ce qui concerne la formation. Et cette situation nous impose à prendre des mesures avec, alors on a une année de recul aujourd'hui, entre 2023 et 2024, nous avons pris quelques mesures, et nous constatons par les décisions prises que les décisions prises ont déjà eu un impact. Alors en 2023, nous avions décidé donc paritairement de privilégier les formations collectives, de limiter certains dispositifs et de réduire la prise en charge de la rémunération. Résultat 2024, plus de salariés formés qu'en 2023, 2000 salariés de plus pour 2 millions de moins de fonds engagés. Alors, dans la branche, juste pour vous donner une idée de grandeur, les fonds légaux et le conventionnel ont représenté en 2024 51 millions d'euros. Et le conventionnel, c'est 20 millions d'euros pour 13 millions de contributions. Et là, bien sûr, vous vous dites, il y a un petit souci, c'est qu'on dépense beaucoup plus que ce que nous avons. Alors, il se trouve que nous avons quelques réserves dans la branche, liées notamment à l'épisode de la crise sanitaire. Et donc, nous sommes en mesure aujourd'hui d'abonder encore davantage les fonds conventionnels. Mais bien sûr, nous avons un regard particulier sur cette enveloppe. Et vu que les fonds légaux diminuent, voilà, nous prenons des décisions pour essayer de faire perdurer de tenir avec cette enveloppe et de faire en sorte que plus de salariés possible puissent être formés. Et à ce titre, juste pour vous donner un ordre de grandeur encore une fois, c'est 35 000 salariés qui ont été formés en 2024. Il faut considérer quand même que c'est un beau chiffre. En tout cas, nous faisons collectivement et dans la branche des efforts substantiels pour que beaucoup de salariés puissent partir en formation. Donc, voilà un petit peu les quelques éléments que je voulais donner en introduction. Je laisse la parole à Isabelle. Comme le dit Michel, effectivement, on doit assurer aujourd'hui un équilibre au niveau de la branche entre poursuivre une politique assez dynamique, parce qu'on a, même s'il y a eu des ajustements, on a toujours une politique dynamique d'emploi-formation dans la branche, mais il faut maintenir, en tout cas, on en a la volonté, une gestion durable de ces fonds. Les principes, Michel en a parlé, le collectif,
et la solidarité via la mutualisation. Ce n'est pas le premier arrivé qui est le premier servi. Et c'est pour ça qu'on a mis aujourd'hui des plafonds pour avoir un équilibre dans la consommation des dispositifs par les structures. Alors, maintenir en ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaye de pouvoir financer tous les besoins que rencontrent les structures, donc pour vos besoins en emploi-formation. Donc, c'est sur des formations courtes, Sébastien va en parler, etc. Mais c'est pour vous montrer qu'il faut qu'on soit tout le temps dans une adaptation au niveau donc, de la branche. Par exemple, vous savez qu'il y a eu l'épisode France VE cette année, donc en 2024, avec l'arrêt des financements sur la VAE pour certains diplômes qui étaient pris en charge par France VAE. Eh bien voilà, nous, notre volonté au niveau de la branche, c'est de nous adapter pour pouvoir voir sur les fonds conventionnels ce qu'on peut faire. Et on a toujours fait ça dans la branche pour pouvoir répondre aux besoins des salariés et des bénévoles des structures. Même si, à un moment donné, on a été obligé d'ajuster avec des plafonds ou une moindre rémunération sur le certifiant. L'autre, je dirais, principe sur lequel on axe notre politique, c'est d'adapter tous les dispositifs à tous les publics. Donc, c'est-à-dire pas simplement les publics qui sont les salariés en CDI, par exemple la PROA, qui va sur les fonds de l'alternance et pas sur les fonds conventionnels. En fait, elle n'est ouverte qu'aux salariés des CDI. C'est pour ça que, par exemple, dans la branche, on décide de créer des DAF certifiantes depuis 2 ans pour élargir le panel des salariés qui pourraient faire ces formations certifiantes. C'est donc les CDD, les services civiques. Cette année, on a décidé d'ouvrir nos actions collectives aux personnes qui sont en service civique dans les structures. Et c'est aussi les bénévoles, parce qu'en fait, on est dans une gouvernance participative dans nos structures. Il nous semble important que les bénévoles, pour pouvoir piloter les projets, puissent accéder dans une enveloppe dédiée, dans une enveloppe limitée, à des fonds de la formation. Et c'est aussi pour nous, donc le troisième principe, savoir faire des pas de côté. Et dans la branche, les pas de côté, on peut les faire avec une contribution donc spécifique qui est le 0,2, qui nous permet d'accéder à des financements, qui vous permet d'accéder à des financements, par exemple sur les analyses de pratique, sur les colloques, qui sont des espaces de ressourcement où, par des échanges, on peut conforter ses compétences ou même les développer. Et enfin, donc Sébastien va vous présenter tous ces dispositifs en détail, mais quand même, pour finir, ce qu'on peut dire avec Michel, c'est que voilà, il va falloir qu'on réfléchisse, parce que effectivement, Michel l'a dit, on vit au-dessus de nos moyens parce qu'on a aujourd'hui des excédents. Il faudra voir comment est-ce qu'on va pouvoir continuer dans les années à venir à poursuivre une politique emploi-formation dynamique. Là, il faudra peut-être qu'on aille chercher d'autres financements, qu'on réfléchisse à peut-être plus d'habilité dans du cofinancement de dispositifs, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas continuer d'avoir une politique aussi dynamique avec les dispositifs que l'on a actuellement, vu ce qui se passe au niveau du contexte. Sébastien a annoncé les 2 webinaires, donc je vais lui laisser la parole et on va démarrer par ce webinaire à destination des employeurs. C'est parti, merci beaucoup à vous deux pour cette introduction. Pour poursuivre un petit peu et avant de rentrer totalement dans le vif du sujet, un petit temps à nouveau de représentation de la branche. C'est toujours important de bien comprendre l'univers, l'écosystème dans lequel on évolue. Donc, la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial, la branche ALISFA, elle regroupe les associations et organismes de droit privé sans but lucratif, quelle qu'en soit la forme juridique, qui exercent à titre principal des activités d'accueil et d'animation de la vie sociale, d'intervention sociale et ou culturelle concertée et novatrice, et d'accueil de jeunes enfants. Et donc, toutes ces structures appliquent la Convention collective nationale à l'ISFA, les acteurs du lien social et familial. Un petit mot également sur l'organisation du dialogue social entre employeurs et salariés, en tout cas le dialogue social au niveau de la branche professionnelle. Ce dialogue social est donc paritaire. Il réunit à la fois les employeurs et les salariés. Les employeurs sont représentés
par une organisation, un syndicat employeur. On a un seul syndicat employeur dans la branche. Elisfa, c'est l'organisation Elisfa. Les employeurs peuvent donc adhérer à Elisfa pour qu'Elisfa les représente à la table des négociations paritaires. Et puis, on a 3 organisations qui représentent les salariés. Les salariés élisent les organisations qui les représentent. 3 organisations représentatives dans la branche, la CFDT Santé Sociaux, l'USPAOC CGT et donc la FNAS EFO, qui appartient à Michel à côté de moi, et qui sont donc les 3 organisations qui représentent les salariés au sein de commissions paritaires, la CPPNI, la CPNEF, la CPSP. On n'a pas le temps de présenter dans le détail chacune de ces commissions, mais vous retrouvez l'ensemble des informations à leur sujet sur le site alisfa.fr. Un autre mot sur le financement de la formation professionnelle, avec une diapo un peu compliquée et un peu chargée, mais c'est parce que le circuit des fonds de la formation professionnelle, il est compliqué. Donc, on a essayé de schématiser au mieux pour représenter qu'est-ce qui finance quoi. Ce schéma, vous le retrouvez dans la lettre d'info qui vous a été envoyée par la CPNEF, qui est disponible sur le site alisfa.fr, donc n'hésitez pas à le consulter. Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'on a donc à la fois des fonds légaux qui sont définis par la loi, qui sont collectés par l'URSSAF, reversés à France Compétences qui en assure la gestion et qui ensuite va redistribuer à différents organismes pour financer des dispositifs différents, notamment par exemple le compte personnel de formation. C'est un des dispositifs sur lequel ces dernières années les fonds de la formation sont allés de plus en plus. On a les projets de transition professionnelle, le CEP, l'alternance évidemment, qui est le principal dispositif en termes d'engagement financier sur les fonds légaux. C'est là que la grande majorité des fonds vont. Et puis, on a une petite partie qui est reversée aux OPCO pour financer le plan de développement de compétences des entreprises de moins de 50 salariés, puisque depuis la dernière loi formation, les fonds légaux ne financent plus que le plan de développement des compétences des moins de 50 salariés. Cette partie-là, elle diminue avec le temps, et donc c'est pourquoi, ce que disait Michel en introduction, les contributions conventionnelles sont de plus en plus importantes pour venir soutenir les départs en formation des structures de la branche. Et donc voilà, on a les fonds conventionnels qui sont en bas, qui se divise entre la contribution conventionnelle et le dispositif emploi de formation. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ce sont des contributions qui sont collectées par l'OPCO, donc notre opérateur de compétences Uniformation. C'est cette contribution-là que vous reversez à Uniformation pour financer à la fois des actions, donc la contribution conventionnelle est gérée administrativement par Uniformation, et donc ça vient financer des dispositifs tels que les DAF, ACT, PROA, formation certifiante, etc. Et puis, on a le dispositif emploi-formation géré en direct par la CPNEF pour financer des dispositifs tels que les analyses des pratiques et les colloques conférences. Évidemment, vous avez ce schéma dans la lettre d'info, donc si vous voulez creuser un petit peu et regarder plus en détail, n'hésitez pas. Et enfin, quelques éléments chiffrés. Alors là, je vais aller très vite puisque Michel en a déjà parlé en intro. Effectivement, il y a des restrictions, il y a un cadre qui a dû être posé sur certains dispositifs. Et malgré tout, la dynamique de formation, elle se poursuit et même elle s'amplifie. Ce qui est donc une bonne nouvelle qu'on a pu constater en 2024. Un peu moins de fonds ont été engagés sur les fonds conventionnels. On est passé de 24 millions à 22 millions. C'était notre objectif. Ce qui était notre objectif. Mais notre objectif, c'était aussi qu'il y ait toujours autant de salariés qui soient formés Exactement. Avec moins de fonds. Et on a constaté avec grand plaisir que non seulement on avait autant, mais on avait même plus de salariés qui étaient partis en formation grâce aux formations collectives. Et donc, on a 37 000 salariés qui sont partis en formation uniquement avec les fonds conventionnels. Parce qu'après, il y a aussi tous les fonds légaux qui permettent de faire partir des salariés en formation. On est uniquement sur le conventionnel, donc les fonds qui sont gérés par la CPNEF. Autre chiffre, on a 430 salariés qui ont pu bénéficier d'une formation certifiante, ce qui est également une bonne nouvelle. C'est plus qu'en 2023. Là encore, il y a des restrictions qui ont été posées, ou en tout cas un cadre financier nouveau. Et pourtant, on a davantage de salariés qui sont partis sur les formations certifiantes. Donc, c'est aussi une très bonne nouvelle. Sur les actions d'analyse des pratiques, on constate sans cesse une augmentation sur le nombre de dossiers qui sont financés.
On a 1075 dossiers qui ont été financés en 2024 et on a 200 bénévoles dirigeants qui ont bénéficié d'une formation en lien avec leur mandat. Voilà, après ces éléments introductifs nombreux, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Quel financement pour répondre à quel besoin? Et on va tout de suite commencer avec un premier besoin, tout simplement le fait de faire partir des salariés en formation sur des formations courtes, avec tout d'abord le fait de faire partir les salariés sur des formations courtes lorsqu'il s'agit uniquement de salariés de votre structure. Et le premier dispositif qu'on met en lumière aujourd'hui, c'est le catalogue transversal national d'uniformation. Il ne faut pas hésiter, dès lors qu'il y a un besoin de formation qui est exprimé, dès lors que vous souhaitez envoyer un salarié sur une formation, à aller consulter ce catalogue transversal d'uniformation, puisqu'on a une offre clé en main. Il suffit de s'inscrire aux formations qui sont donc listées sur le site de l'OPCO. Donc voilà, c'est très important. Une précision quand même importante, c'est que uniquement les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier de ce catalogue. Tout ça, c'est en lien avec le fait que les fonds, ce sont des fonds légaux qui financent ça, et les fonds légaux ne peuvent financer que le plan de développement des compétences des moins de 50 salariés. C'est important à avoir en tête, d'où cette restriction. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à avoir en tête. Et donc, derrière, il va y avoir tout un tas de formations qui sont proposées. Des formations qui répondent à des problématiques transversales, des problématiques RH, des problématiques de management, des formations en lien avec la bureautique, la communication, le tutorat, c'est important, hein, les formations de tuteurs pour accueillir au mieux les alternants. Et puis, on a des formations davantage ciblées cœur de métier, avec notamment des formations en lien avec l'accueil des publics, des formations en lien avec la transition écologique. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, dès lors qu'il y a un projet, à aller consulter ce catalogue. Comme je l'ai dit, l'offre, elle est clé en main, c'est-à-dire que le coût pédagogique est pris en charge d'emblée par Uniformation, il suffit de s'inscrire. Le repas du midi également est pris en charge par Uniformation. Et pour soutenir le départ vers ces formations du catalogue, la branche a mis en place sur ses fonds conventionnels la possibilité de prise en charge des frais annexes, de tous les frais annexes. Donc les frais annexes, hein, frais d'hébergement, frais de déplacement, frais de restauration. On peut avoir des formations qui se tiennent loin du domicile du salarié, qui nécessitent du coup un déplacement, qui génère des frais, qui peut même nécessiter un hébergement, qui génère également des frais. Et donc, il y a une possibilité de prise en charge. Il suffit de faire ce qu'on appelle une DAF préannexe. Et c'est important de pouvoir le solliciter pour lever tous les freins au départ en formation. Une dernière petite précision, il y a un petite précision en haut à droite de la diapositive. Les prises en charge sur le catalogue se font en dehors des plafonds annuels de DAF. On a un nombre de DAF limité par structure, donc c'est important à savoir. Ce n'est pas intégré dans le décompte des DAF financés sur l'année. Les DAF, on y arrive. Donc DAF, demandes d'aide financière, qui sont donc les demandes d'aide financière qu'on va faire pour financer tous les projets de formation des salariés. Alors, ça peut être à la fois des projets de formation, ça peut être également financer un bilan de compétences, ça peut être également financer de la VAE. Donc voilà, c'est important à avoir en tête. Et donc, cette prise en charge, alors, elle est pour des formations courtes, puisqu'il y a des plafonds à hauteur de 5 000 € qui sont mis en place. Malgré tout, il n'y a pas de restriction en termes de durée de formation, donc ça peut également être des formations longues. C'est juste que le plafond étant de 5 000 €, il y aura nécessairement un reste à charge si la formation est longue. Et on a une prise en charge qui varie selon deux critères, qui va varier déjà selon le nombre de stagiaires qui sont envoyés en formation. Si vous envoyez moins de 5 salariés sur une formation, on aura une prise en charge qui se fera en fonction du nombre d'heures de formation. Et si vous envoyez 5 salariés de votre structure ou plus sur un projet de formation, là, on va passer sur une prise en charge plafonnée selon un coût jour, un coût jour à hauteur de 1 800 € par jour. Le deuxième critère sur la prise en charge, c'est le nombre d'heures, puisque si vous envoyez entre 1 et 4 salariés de votre structure sur une formation, là, on va avoir un
un plafond qui va varier selon la durée de la formation. Hein. Pour une formation supérieure à 105 heures, on va avoir une prise en charge possible jusqu'à 15 € de l'heure. Et puis, pour les formations inférieures à 105 heures, là, on va avoir des prises en charge plafonnées à 65 €. Les frais annexes peuvent être pris en charge lorsque vous faites une DAF. Donc, je répète, hein, hébergement, déplacement, restauration. La rémunération, c'est possible qu'il y ait une prise en charge, mais uniquement pour les structures de moins de 11 salariés avec une obligation de remplacement. Et donc, sur cette diapo-là, vous voyez afficher des informations sur ce qui concerne les DAF légales financées par les fonds légaux, par les fonds qui financent le plan de développement des compétences des moins de 50 salariés. Donc, ces DAF légales sont à destination uniquement des entreprises de moins de 50 salariés. Et les fonds étant de plus en plus réduits d'année en année, Uniformation, qui pilote ce dispositif, a dû mettre en place un plafond à une DAF seulement par structure finançable sur l'année. C'est pourquoi sont mis en place ce qu'on appelle les DAF conventionnels. Et via nos fonds conventionnels, la CPNEF a décidé de venir soutenir ces dispositifs-là. On vient compléter les fonds. Pour une structure, c'est transparent. Hein, lorsqu'elle fait sa demande de DAF, elle ne sait pas si c'est sur la DAF légale, DAF conventionnelle, puisque, a priori, peu importe. Ce qui est important de savoir, c'est que les DAF conventionnelles, elles sont disponibles aussi pour les structures de plus de 50 salariés. Donc, une structure de plus de 50 salariés peut faire une DAF. C'est juste que ça ne sera jamais financé sur les fonds légaux, ça sera financé sur les fonds conventionnels. Pour elle, c'est transparent et à la limite, peu importe. Il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Les règles de prise en charge sont exactement les mêmes. On a juste une différence majeure, c'est que le plafond de prise en charge pour les DAF où vous envoyez plus de 5 salariés en formation, le plafond, il est de 8 000 € sur les DAF conventionnels. Ça va dans le sens de favoriser le collectif, c'est la politique de la CPNEF. Donc voilà, il y a cette petite variation. Encore une fois, c'est totalement transparent, c'est-à-dire que si vous faites une demande qui est supérieure à 5 000 €, Uniformation, automatiquement, va faire financer ce projet de DAF sur une DAF conventionnelle. Il va donc trouver le moyen voilà, d'avoir la prise en charge la meilleure pour vous. Pour finir sur le sujet des DAF, on en a déjà parlé, mais il y a donc des plafonds qui ont été mis en place en 2024 sur les demandes d'aide financière, des plafonds qui concernent les DAF légales et conventionnelles, tout confondu. Donc, tout est comptabilisé, et donc des plafonds qui varient selon la taille salariale de la structure. Pour les moins de 11 salariés, on a un plafond établi à 7 DAF maximum par an. Pour les 11-49 salariés, un plafond à 10 DAF maximum par an. Et pour les 50 salariés plus, 25 DAF maximum par an. Un petit mot sur un dispositif qui a été pas mal sollicité en 2024. Le FNE Formation, on souhaitait en parler puisque c'est quelque chose voilà, qui a été beaucoup sollicité par les structures de la branche. Un dispositif qui permettait de financer des formations en lien avec 3 grandes thématiques, la transition écologique, la transition numérique et la transition démographique, ce qui était une nouveauté en 2024. À travers cette thématique de la transition démographique figuraient les formations en lien avec les métiers de la petite enfance. C'est pourquoi, dans la branche, ça a été particulièrement intéressant pour toutes les structures qui ont une activité en lien avec la petite enfance, et elles sont nombreuses. Donc voilà, donc ce dispositif a été beaucoup mobilisé. La branche l'a soutenu également, puisque donc, ce sont des fonds de l'État qui viennent financer des projets de formation, mais avec une prise en charge qui est partielle. Ils ne financent qu'une partie des coûts pédagogiques, ils ne financent pas les frais annexes. Et donc la branche est venue compléter ces financements pour assurer une prise en charge à 100% des coûts pédagogiques et une prise en charge des frais annexes, toujours dans la limite des barèmes établis par l'OPCO, évidemment. Mais en tout cas, la branche avait mis en place les moyens, hein, et ça rejoint ce que disait Isabelle sur le fait que la branche s'adapte aussi au dispositif et aux évolutions réglementaires qui sont mises en place au fil du temps. La branche a mis en place ses cofinancements. Une alerte sur le FNE, on en parle là, on ne sait pas ce qu'il en sera en 2025.
Normalement, le FNE devrait exister en 2025, mais on n'a pas la certitude. Il y a des échos comme quoi le périmètre du FNE pourrait être réduit. De toute façon, on communiquera dès lors qu'on aura des informations fiables sur le sujet. Donc, on en parle là, mais grosse réserve et donc aucune certitude sur à la fois est-ce que le dispositif en lui-même sera reconduit et quelles seront les modalités de ce dispositif-là. Il est possible qu'il y ait des évolutions. La CPNEF et Uniformation feront toutes les informations nécessaires en temps voulu dès lors qu'on les aura. Pour finir sur ce chapitre, sur le départ des salariés sur des formations courtes, on a vu ce qui concernait dans la première partie le départ des salariés d'une même structure, mais on peut aussi également choisir d'envoyer les salariés de sa structure avec des salariés d'autres structures de la branche. Et pour ça, on a un dispositif qui permet d'assurer les financements. Ce sont les actions collectives territoriales, les ACT. Une règle, il faut qu'il y ait 5 stagiaires minimum, il faut qu'il y ait 2 structures minimum également. Et ensuite, voilà, on peut avoir des projets de formation. C'est quelque chose qui est porté par la CPNEF, l'ambition de favoriser les ACT, puisque l'ACT, ça permet de faire du réseau entre les structures, de se faire rencontrer des salariés de structures différentes. Et puis, quand on part en formation avec des structures différentes, ça permet aussi de prendre du recul sur sa propre pratique professionnelle. Et donc, il y a, en termes de montée en compétences, des choses tout à fait intéressantes de passer par l'ACT. En ce sens-là, d'abord, les partenaires sociaux ont décidé que les financements par ACT ne seraient pas intégrés au calcul annuel des plafonds annuels de DAF. Donc, ces projets sont exclus. Et puis, ils ont décidé voilà, que le coût pédagogique, il serait plafonné à 1 800 € maximum par jour, mais sans limite de jour. Une petite précision malgré tout, pour les dossiers supérieurs à 20 000 €, qui restent très rares, il y aura nécessité qu'il y ait une instruction par le CTP. Donc, il y a une procédure particulière avec un envoi à l'OPCO 2 mois avant le prochain CTP pour envoyer ces dossiers qui restent tout à fait particuliers et très rares. On a rarement des dossiers de cette ampleur-là. Et une dernière précision, les frais annexes sont pris en charge sur ces actions collectives territoriales. Donc, c'est important de l'avoir en tête. On a fini avec cette première partie sur tout ce qui concerne l'envoi de salariés sur des formations courtes. Je me retourne vers la présidence pour savoir si vous souhaitez me compléter, s'il y a des éléments que vous souhaitez apporter. C'est le renforcement, ce qu'on a vu du collectif dans ces dispositifs-là, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les DAF avec leur plafonnement. Il faut aussi aller chercher sur d'autres dispositifs le catalogue d'uniformation. Donc, il y a une question là sur le catalogue d'uniformation. Il n'est pas forcément moins étoffé en 2024 qu'il n'a été les années d'avant, mais il est à destination de 21 branches. C'est un catalogue transversal. Donc, effectivement, c'est plutôt pour des formations qui sont transversales, pour des postes transversaux et pas forcément cœur de branche. Donc, ça, c'est la première chose qu'on pouvait aller dire. Donc, on va chercher sur ce catalogue, puisque en fait, là, ça nous permet de ne pas aller sur des DAF. Et puis après, il y a la politique qu'on a mis en place sur les ACT. On a doublé le nombre d'ACT l'année dernière. Hein. Et puis, les DAF, il faut privilégier aussi sur quelques dispositifs des DAF collectives qui vous permettent sur une seule DAF de former plusieurs salariés en même temps. En tout cas, avec Michel, ça nous, il y a une question qui est arrivée, évidemment, sur le plafonnement des DAF. Alors, on s'est adapté en cours d'année en 2024. On a remonté le plafond des DAF pour les plus de 50, donc puisqu'on les a remontés de 20 à 25 DAF. Voilà, il faut que on a une politique qu'on doit effectivement tenir. Ce qu'on sait et ce qu'on a vu au niveau donc de l'année écoulée, c'est qu'effectivement il y a 3 structures, mais sur la totalité des plus de 50 qui a atteint son plafond de DAF.
Donc voilà, c'est sur un peu moins d'une centaine de structures, il y en a 3 qui ont été à 25 DAF. Après, on vous recommande d'aller sur d'autres dispositifs. Cette année, il y a eu le FNE. On espère qu'on aura du FNE l'année prochaine. Mais pour l'instant, on reste sur le plafond de DAF tel qu'il a été défini par les partenaires sociaux cette année. Dans l'ensemble, on essaye de tenir quand même certains équilibres. Alors, on entend qu'il y a des difficultés pour certaines structures. Effectivement, on a un panel quand même de dispositifs qui normalement permet d'avoir une réponse, en tout cas, on espère, satisfaisante. Voilà. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais en tout cas, on est quand même attentif et on essaie de prendre en compte les demandes des établissements. Alors, pour prendre quelques questions qui ont été posées dans l'onglet questions-réponses, je vais essayer d'y répondre très vite, pas en avance sur les timings. Je vais répondre en un mot à quelques questions qui ont été posées. D'abord, le catalogue Uniformation est-il en cours d'alimentation? Il me semble moins étoffé qu'en 2024. Je me trompe, vous ne vous trompez pas. Il est effectivement moins étoffé puisqu'il est effectivement en cours d'alimentation. Le catalogue définitif sera normalement publié en mars 2025. Donc, effectivement, le travail est en cours du côté de l'OPCO. Est-ce que la DAF des frais annexes rentre dans le plafond annuel des DAF? Non, ça ne rentre pas dans le plafond annuel des DAF. Concernant les 50 salariés, s'agit-il de 50 ETP ou de 50 salariés personnes physiques? C'est bien 50 salariés ETP. Les DAF FNE sont-elles comptabilisées dans le nombre total de DAF possibles par an? Non, ce n'est pas comptabilisé. ACT interbranche, est-ce que ce sont les mêmes conditions? Alors oui, ce sont les mêmes conditions. Effectivement, là, on a présenté les ACT qui se font au sein de la branche, des structures dans la branche. Et je voulais préciser pour les ACT, vous pouvez vous-même porter une action avec d'autres structures. Si vous identifiez un besoin commun avec des structures de votre territoire, n'hésitez pas à soit contacter votre conseiller d'uniformation ou contacter votre référent en région sur votre territoire pour faciliter la mise en place des ACT. Ça, c'est super important à préciser. Et donc, voilà, le nombre d'ACT est-il limité? Non, il n'y a pas de limite sur le nombre d'ACT. Et d'ailleurs, la volonté était de favoriser le départ de salariés sur ces ACT. Et ça a été là aussi un succès, puisqu'on a engagé 2 fois plus de fonds en 2024 qu'en 2023 sur les actions collectives territoriales. Pour donner une idée de ce que ça représente, on a engagé 2 millions d'euros sur les ACT en 2024 contre 1 million en 2023. Et donc, voilà, la volonté, c'était d'encourager les départs sur les ACT et ça a fonctionné. Je vous propose de passer à la suite et on va se plonger là, sur le départ des salariés sur des formations certifiantes. On va parler PROA DAF certifiante. On va parler de tout ça en un seul slide récapitulatif, puisque les partenaires sociaux au sein de la CPNEF ont cherché à avoir des dispositifs qui couvrent tout le monde, et ça, c'est ce qu'a précisé Isabelle en introduction. On a la PROA sur laquelle on est encadré légalement. On a des publics qui sont ciblés par la loi, et puis on a un accord PROA qui a été signé par les partenaires sociaux, qui est disponible sur le site de branche. Et donc, on a des conditions d'éligibilité à la PROA qui visent un certain public. Et donc, on a souhaité mettre en place la DAF formation certifiante pour venir compléter et pour s'assurer que tout le monde, tous les salariés, quelle que soit leur situation, puissent aller sur une formation certifiante et qu'il y aura un financement qui permettra de favoriser le départ vers ces formations certifiantes. Alors, si on s'attarde un petit peu sur l'éligibilité, la PROA, on est sur un dispositif qui est limité aux salariés en CDI, aux salariés qui ont un niveau de qualification maximum de niveau 5, Bac plus 2, et avec des formations qui doivent être comprises dans la liste de l'accord de branche, encore une fois, disponible sur le site alisfa.fr. Là où la DAF certifiante, du coup, on n'a pas de restriction sur le type de contrat du salarié ou sur son niveau de qualification. Et puis, sur les formations éligibles, on est sur toutes les formations du RNCP, donc Répertoire national des certifications professionnelles, ou toutes les formations du RS, le répertoire spécifique
du moment que ces formations durent au moins 70 heures. Donc, on a un dispositif les plus larges possibles avec une prise en charge qui est la même d'un dispositif à un autre et un dispositif, une prise en charge qu'on a souhaité la plus large possible pour lever tous les freins en formation. C'est-à-dire qu'on va à la fois prendre en charge les coûts pédagogiques de la formation avec une prise en charge forfaitaire de 15 € par heure de formation. Il y a une prise en charge de la rémunération du stagiaire à travers, pareil, une prise en charge forfaitaire. Là-dessus, par rapport à 2024, en 2025, il y a une évolution. En 2025, on était à 15 € de l'heure sur ce forfait. On passe à 10 € de l'heure en 2025. Ça participe à ce qu'ont indiqué Michel et Isabelle, hein, d'essayer de mettre en conformité finalement les engagements financiers de la branche avec les ressources dont on dispose, c'est-à-dire les contributions conventionnelles. Et puis, on a une prise en charge des frais annexes, déplacement, hébergement, restauration, je le répète, toujours selon les limites des barèmes établis par l'OPCO que vous retrouverez dans nos communications, mais également dans toutes les communications de l'OPCO. Et puis, des possibilités de prise en charge des frais de garde d'enfants pour les heures de formation en dehors du temps de travail. Sur les démarches sont un petit peu différentes d'un dispositif à un autre, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner par l'OPCO sur ces dossiers-là. Ils pourront vous accompagner au mieux pour vous garantir la meilleure prise en charge possible. Autre chapitre de notre présentation, l'accueil d'un alternant. L'accueil de l'alternant, il va pouvoir se faire selon deux grands contrats lorsqu'on accueille un nouveau salarié en alternance. Selon le profil de l'alternant accueilli, on va pouvoir passer soit par un contrat d'apprentissage, soit par un contrat de professionnalisation. Alors, sur le contrat d'apprentissage, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir toutes les ressources mises en place par l'OPCO, à contacter votre conseiller emploi-formation sur votre territoire, puisqu'il y a toute une offre de services qui a été mise en place par l'OPCO pour accompagner les structures dans la recherche d'un apprenti, l'identification des CFA. Il y a voilà, beaucoup de choses qui sont produites par l'OPCO. Ça fait vraiment partie des missions de l'OPCO, hein, d'accompagner les structures dans leur projet d'alternance. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller vers vos conseillers Uniformation. Peut-être un mot sur les niveaux de prise en charge. Hein. Ces prises en charge sur les contrats d'apprentissage, ils se font selon un coût contrat qui est défini par France Compétences. Alors, il est demandé à la branche de se positionner sur les coûts contrats à appliquer, mais c'est France Compétences qui a le dernier mot sur la définition de ces coûts contrats. Avec le temps, on a constaté ces dernières années plutôt une tendance à la diminution de ces coûts contrats, hein, qu'une volonté de l'État de diminuer les coûts de l'alternance. Donc, sur ces coûts contrats, pourquoi j'en parle? Il y a quand même quelque chose d'important pour une structure qui souhaite accueillir un apprenti. Il faut quand même regarder quels sont les coûts contrats et les comparer aux coûts présentés par le CFA, puisqu'il peut y avoir une différence et il peut donc y avoir un reste à charge pour la structure qui accueille l'apprenti. Donc voilà, c'est quand même important d'être vigilant sur ce plan-là. Encore une fois, l'OPCO saura vous accompagner. Pour retrouver les coûts contrats, il figure dans notre tableau disponible sur le site alisfa.fr, le tableau de présentation des dispositifs. Et puis, vous pouvez retrouver tous les éléments également sur le site de France Compétences. Un mot également pour préciser qu'il y a également une aide à l'embauche qui est mise en place par l'État lorsque vous accueillez un apprenti. Alors, elle est en cours de révision, cette aide. Il y a un décret qui doit être publié au cours du mois de janvier. D'après les dernières informations, on passerait d'une aide de 6 000 € à 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et de 2 000 € pour les entreprises de plus de 250 salariés, avec un niveau de cette aide qui, pour le coup, reste à 6 000 € si vous accueillez un alternant, un apprenti, qui est en situation de handicap. Dernière précision, c'est l'aide à l'exercice de la fonction tutorale. Hein. Une nouvelle fois, pour les apprentis en situation de handicap, l'OPCO met en place l'aide à l'exercice de la fonction tutorale, 230 € qui sont versés par mois pendant les 6 premiers mois du contrat. Sur le contrat de professionnalisation,
il cible d'autres publics et on a des prises en charge qui sont différentes. Alors, pour aller vite, on a donc des prises en charge qui sont fixées normalement à 15 € de l'heure. La branche vient rajouter 3 €, donc on a une prise en charge globale de 18 € par heure de formation, afin de soutenir et afin d'éviter surtout les restes à charge pour les structures. C'est le sens de ce plus 3 € mis en place par la CPNF. Et donc, on a également des dispositions particulières pour les alternants en situation de handicap. C'est une nouveauté votée par l'OPCO cette année, avec donc une prise en charge des pédagogiques à hauteur de 21 €. À nouveau 3 € de plus pour les alternants en situation de handicap. Une aide à l'exercice de la fonction tutorale qui est également mise en place pour les contrats de professionnalisation dès lors que l'alternant est en situation de handicap. Une petite précision quand même sur l'aide à l'embauche, on en a parlé juste avant, elle est revue à la baisse sur le contrat d'apprentissage. Sur le contrat de professionnalisation, elle a carrément été supprimée l'année dernière par l'État. Donc voilà, c'est quand même important de l'avoir en tête. Depuis mai 2024, elle n'existe plus pour ce type de contrat. Pour finir, sur tout ce qui concerne l'alternance, on a des dispositions particulières dans la branche, notamment le fait que l'employeur doit verser une prime tuteur de 50 € pour tous les tuteurs d'un contrat de professionnalisation, d'une PROA, et pour tous les maîtres d'apprentissage, donc 50 € par salarié tutoré. Donc ça s'inscrit dans la volonté des partenaires sociaux de valoriser cette mission de tutorat qui est centrale pour que l'accueil de l'alternant et toute l'alternance se déroule au mieux. Et on a des possibilités de prise en charge. Alors, sur ces primes tuteurs, il y a des possibilités de prise en charge sur les fonds conventionnels uniquement pour les contrats de professionnalisation ou de PROA. Malheureusement, les partenaires sociaux souhaitaient pouvoir mettre en place ce dispositif pour l'apprentissage, mais cela est rendu impossible par le législateur, par le fait que l'apprentissage relève de la formation initiale et que nos fonds de la formation professionnelle continue ne peuvent venir apporter ce financement. En tout cas, sachez que dès lors que vous remplissez les éléments via l'OPCO, vous indiquez l'identité du tuteur et normalement, cela déclenche automatiquement la demande de remboursement de la prime tuteur. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête et surtout l'ayez bien en tête si jamais vous voyez que ce n'est pas le cas, puisque dans ce cas-là, il faut que vous reveniez vers votre conseiller emploi-formation d'uniformation. Et puis, il y a également des fonds et des dispositifs mis en place pour permettre la formation des maîtres d'apprentissage et des tuteurs. Là encore, dans la branche, dans notre accord formation, on a une obligation de formation des tuteurs qui est mise en place. Donc, c'est important. On a mené une étude par l'Observatoire qui a révélé que tous les tuteurs n'étaient pas forcément formés. Donc, c'est important d'avoir en tête qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour assurer ces prises en charge. On a fini avec cette partie-là. Un petit temps de questions-réponses. Je ne sais pas si la présidence… Il y a beaucoup de questions-réponses. Oh là là là. Alors, peut-être un point de Michel qu'on a vu avec Anna Laura qui est dans l'ombre, mais qui travaille avec nous. Oui, sur les questions, il y a quand même beaucoup de questions un peu récurrentes, parfois même un peu techniques, qui rentreront, enfin, qui vont avoir les réponses. Alors, soit se tourner vers les RR, les référents régionaux. Ou les conseillers UNIF. Ou les conseillers UNIF, voilà. Dans les réunions. S'il n'y a pas de référents régionaux, parce que c'est quand même un dispositif fort de la branche en termes de formation professionnelle, d'avoir des référents en région qui peuvent répondre à vos questions et vous aider à monter les dossiers de formation. Et il y aura de toute façon une foire aux questions, FAQ, FAQ, qui sera rédigée et dans laquelle vous retrouverez, je pense, en grande partie les réponses aux questions que vous avez posées. Ouais. Donc, quelques réponses, Sébastien, on est dans les temps ou… Ah, il y en a beaucoup. Ouais, bon, on n'est pas du tout dans les temps. Donc, bon, alors, on les mettra dans une FAQ. OK. Alors, je vous propose qu'on passe à la suite, puisqu'après, on a des dispositifs qui sont à la main du salarié. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir voir comment vous, en tant qu'employeur, vous pouvez accompagner les salariés dans leur projet de formation. Il y a une obligation d'information qui existe sur ces dispositifs-là. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait ce temps. Si vous voulez en savoir plus sur les dispositifs
présenté dans cette partie-là. Il y a le webinaire de vendredi, où on va revenir plus en détail sur chacun de ces dispositifs-là. Donc voilà, c'est une bonne façon d'assurer la promotion de ce webinaire de vendredi, de 13h30 à 14h30 pour rappel. Si on présente rapidement, puisque du coup on va être un peu pris par le temps, on voulait parler de la VAE, hein. Donc la VAE, c'est l'occasion de valoriser l'expérience professionnelle acquise, hein, par un salarié, de la valoriser par l'acquisition d'une certification, et donc d'une certification d'ailleurs, ou d'un bloc de compétences, qui est une nouveauté assez récente. On peut ne valider qu'un seul bloc de compétences via la VAE. Ce qu'on peut en dire, et Isabelle l'a dit, il y a eu un peu des remous au cours de l'année 2024. Il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place, une nouvelle plateforme, France VAE, qui a un peu apporté de la confusion. En tout cas, France VAE reste, j'en perds la voix, France VAE reste la plateforme par laquelle il faut passer pour certains diplômes. Alors, il y a 24 diplômes en tout, dans l'ensemble des diplômes, pour lesquels il faut passer par France VAE pour formaliser la demande de VAE. Il se trouve que ces diplômes sont ceux de la santé, du sanitaire et du social, et que donc on va retrouver une grande partie des diplômes de la branche. On va retrouver, grosso modo, tous les diplômes du travail social, plus les diplômes de la petite enfance. Donc ça fait quand même un bon petit paquet de diplômes qui nous concernent. On est concerné, voilà, directement par France VAE. En termes de financement, en début d'année 2024, France VAE assurait des financements directement sur la plateforme. Ce n'est plus le cas. On est revenu au financement de droit commun, entre guillemets. Et donc, le financement, alors soit c'est le salarié qui va financer son projet, s'il le gère en autonomie, il peut le financer sur ses fonds propres, ou il peut le financer via son compte personnel de formation. Soit les choses se font en accord avec son employeur, et alors, il y a deux dispositifs qui peuvent être mobilisés. La PROA, là, il y a alors un plafond de 3 000 € qui est mis en place. Et puis, comme c'est le cas sur la slide qu'on a vue tout à l'heure avec PROA, DAF certifiante, dans tous les cas qui ne rentrent pas dans la PROA parce que le salarié n'est pas éligible, parce que la formation, elle n'est pas éligible, et on a les partenaires sociaux ont décidé la mise en place d'un dispositif avec à nouveau une prise en charge plafonnée à 3 000 €, mais en tout cas pour avoir la prise en charge la plus globale possible pour tous les publics. Autre dispositif qu'on aurait peut-être même pu faire figurer en premier dans cette partie-là, c'est le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Et je dis qu'on aurait pu le faire figurer en premier, puisque c'est un peu la clé de voûte, c'est la porte d'entrée vers tous les autres dispositifs. Celui-là est particulièrement intéressant. C'est un dispositif d'accompagnement pour les salariés qui est gratuit, en tout cas qui ne génère pas de dépenses pour le salarié. Rien n'est gratuit, mais le salarié n'aura rien à payer si il fait une demande de CEP. Et puis, pour le salarié, c'est l'occasion pour lui de faire un point sur sa situation et d'avoir un appui pour élaborer son projet professionnel. Donc, c'est extrêmement intéressant comme dispositif. À la fin du dispositif, ça va être par des recommandations comme aller vers un bilan de compétences, faire une VAE, faire telle formation pour nourrir son projet professionnel, le financer via un CPF, via le projet de transition professionnelle, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est la clé de voûte et la porte d'entrée vers le reste. En tout cas, si le salarié il a envie de faire le point sur son parcours professionnel, ça peut être faire le point pour évoluer dans sa structure ou dans une autre structure. Le CEP est le dispositif idéal, donc c'est très important d'en faire la promotion pour les salariés. On peut faire également un bilan de compétences. Le bilan de compétences, hein, c'est le fait de faire un point sur les compétences que l'on détient. Ce n'est pas forcément facile de prendre du recul sur ses propres compétences et donc pouvoir avoir cet accompagnement externe, ça permet de savoir où on en est, de savoir vers quoi on peut évoluer avec nos compétences, qu'est-ce qui nous manque comme compétences pour atteindre tel métier, pour finaliser son parcours professionnel. Donc voilà, le bilan de compétences, c'est quand même un dispositif bien connu maintenant et qui est tout à fait intéressant, avec des possibilités de prise en charge par le CPF si le salarié souhaite formaliser son projet en autonomie, ou via une DAF si le projet est co-construit avec l'employeur.
Le projet de transition professionnelle, qui est un dispositif également extrêmement intéressant, qui est également à l'initiative du salarié, et donc qui consiste à financer une formation certifiante, un financement qui peut être intéressant, puisque ce financement, il peut à la fois financer les pédagogiques, les frais annexes, et il peut également financer la rémunération dans sa globalité. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ce dispositif-là, il est piloté par des associations Transition Pro. Il faut donc déposer des dossiers à ces associations qui vont ensuite statuer sur la prise en charge ou non. Grosso modo, comment ça se passe? C'est un système de points, hein. Il y a des critères qui sont établis par les associations Transition Pro. Et donc, chaque dossier est noté avec un système de points. Et donc, selon les barèmes, il y aura une prise en charge ou pas qui sera accordée. Ce qui est important d'avoir en tête pour vous, employeurs, c'est que ce projet de transition professionnelle, il se fait en vue d'une reconversion professionnelle. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce qui est entendu par là, c'est que ça peut également être de la mobilité interne dans les structures. Ce qu'il faut, c'est changer, grosso modo, de métier. Bon, on peut changer de métier au sein de sa structure. Et donc, c'est intéressant. Et c'est pourquoi le projet peut être co-construit entre le salarié et l'employeur. L'employeur peut venir cofinancer les projets de transition professionnelle. C'est même encouragé, puisque le fait de cofinancer un dossier de transition professionnelle, ça rapporte plus de points, et donc ça favorise finalement le fait que le dossier soit pris en charge par les associations transition professionnelle. Pour finir, le CPF, lui, est bien connu aussi. Tout se passe sur mon compte formation. Le salarié, donc, il acquiert des droits à la formation selon son profil, 500 € par an ou 800 € par an. Et puis ensuite, il peut financer des projets de formation professionnelle du moment qu'il verse une participation forfaitaire, ce qu'on appelle le ticket modérateur, qui a été mis en place l'année dernière par l'État. Le ticket modérateur qui était de 100 € en 2024 et qui, suite à l'inflation, a été revu, qui est en 2025 de 102,23 €. Donc, voilà, dès lors que le salarié immobilise ses droits à la formation sur son CPF, il devra verser cette participation forfaitaire. Enfin, une dernière partie sur les autres dispositifs sur lesquels on va aller à la vitesse de la lumière. On commence par les frais de jury VAE et examen. Là, c'est dès lors qu'un salarié participe à un jury VAE, et on a élargi ce dispositif en 2025 à tous les jurys d'examen. Et donc, si le salarié il part sur ces jurys-là, son départ se fait sur son temps de travail, on a mis en place une prise en charge de la rémunération de ce salarié pour venir compenser pour l'employeur et donc pour faciliter les départs des salariés sur ces jurys, qui sont quand même des temps très intéressants. C'est intéressant pour le salarié de participer à ces jurys. Pareil, ça permet aussi de prendre parfois du recul sur sa pratique professionnelle. On ne rentre pas dans le détail. Il y a des possibilités de prise en charge des frais annexes par l'organisme certificateur. Là, ce n'est pas les fonds conventionnels qui viennent prendre en charge. Et ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le salarié, il reçoit une gratification, une rémunération pour sa participation à ces jurys, puisque lorsqu'on participe à un jury, il y a le temps du jury, mais il y a aussi un temps de travail préparatoire pour prendre connaissance des dossiers. Et donc, tout cela est rémunéré. Les rémunérations sont fixées par des arrêtés qui sont listés ici. Donc voilà. Rapidement, la DAF préparation concours, qui ne rentre pas dans le plafond annuel de DAF, je devance la question, et qui permet de financer des projets de formation pour se préparer aux épreuves d'entrée en institut de formation. Là, on est sur une prise en charge du coût pédagogique avec un coût maximum de 3 000 € par dossier. Et là, on va rentrer dans les 3 dispositifs qui sont financés via ce qu'on appelle le dispositif emploi-formation, le 0,2%, qui sont les dispositifs qui sont pilotés directement par la CPNEF. Donc, ce sont des dispositifs à solliciter directement auprès de la CPNEF à l'ISFA, qui sont à solliciter sur le site de branche à lisfa.fr via votre espace privé. Donc voilà, ça c'est important de l'avoir en tête. 3 grands dispositifs. Tout d'abord, l'analyse de la pratique
professionnel qui, a priori, est plutôt bien connu des structures de la branche, le nombre de dossiers qui sont financés dans l'année. Pour résumer, hein, chaque structure bénéficie d'un budget annuel qui dépend de sa taille salariale ou qui peut varier également selon le nombre du numéro SIRET qui sont gérés par la structure. On a un calcul qui se fait alors selon le nombre des numéros SIRET avec un budget de 1 500 € par numéro SIRET. Sur les analyses de pratique, il y a également un budget qui a été mis en place l'année dernière par les partenaires sociaux, un budget de 300 € pour faciliter le départ des postes de direction sur des actions d'analyse de la pratique collective. On sait que les directeurs et directrices dans la branche sont souvent confrontés à l'isolement. Et donc, le fait de soutenir ces actions-là, c'était une façon de répondre à cette problématique spécifique. Il y a donc un dispositif qui a été mis en place, un budget de 300 € qui peut être mobilisé sur l'année. Autre dispositif financé via ce dispositif emploi-formation piloté en direct par la CPNUF, c'est tout ce qui vient assurer les prises en charge sur les conférences, les colloques et les séminaires. Ce sont des choses qui ne sont pas financées par le co, qui ne rentrent pas dans le cadre de la formation professionnelle en tant que telle, réglementairement. Et donc, on vient donc mettre en place ces financements-là. Il y a deux dispositifs distincts concernant les conférences, colloques et les séminaires. Premier dispositif, c'est le fait de rembourser les coûts d'inscription. Donc, vous envoyez des salariés sur une conférence, un colloque ou un séminaire. Alors, attention, il faut que cette action elle soit en lien avec l'activité des structures et les compétences métiers. Et il faut s'assurer que l'action ne relève pas de la formation professionnelle continue. Parfois, il peut y avoir un doute. Et d'ailleurs, en cas de doute, on vous encourage très vivement à solliciter le service technique de la CPNUF, une permanence téléphonique. Vous pouvez également nous solliciter par mail, nous envoyer les programmes pour qu'on vous indique si ce programme est finançable via ce dispositif-là. Et donc, sur les remboursements des coûts d'inscription, on a des prises en charge avec un maximum de 200 € par jour par stagiaire pour les salariés et un plafond de 6 journées par bénévole par an, 6 journées bénévoles par an par structure. Donc voilà, ça c'est tout ce qui concerne le remboursement a posteriori des coûts d'inscription. Une petite précision, si ce remboursement est supérieur à 2 000 €, là, la demande ne se fait pas a posteriori, mais avant l'action. Et là, le CPP doit statuer sur une prise en charge ou non des frais d'inscription. Et puis, sur les colloques, conférences, séminaires, il y a un autre type de prise en charge qui existe, c'est le fait que la CPNF peut venir soutenir les coûts d'organisation de l'action. Si vous, en tant que structure, vous organisez ce type d'action, une nouvelle fois, il faut que l'action soit en lien avec l'activité des structures et les compétences métiers. Donc voilà, il faut qu'il y ait un intervenant externe. Et donc, là, le CTP va venir statuer sur une éventuelle prise en charge. Cette prise en charge va venir se limiter au coût pédagogique de l'action. Donc, ça va être les frais de l'intervenant qui vient, éventuellement ses frais annexes, éventuellement les frais de location de salle. Bon, en tout cas, voilà, vous pouvez solliciter ce financement. Et là, c'est par un document PDF qui est disponible sur le site alisfa.fr. Et puis, pour finir sur ces dispositifs financés via le dispositif emploi-formation, tout ce qui concerne les projets innovants. Donc, projets innovants sont les actions de formation qui présentent un caractère innovant. Ça peut être une thématique émergente. On a des compétences nouvelles qui se développent dans les structures. Ça peut nécessiter du coup des formations très particulières pour venir développer ces compétences chez les salariés. Donc, on peut avoir des dossiers de ce type-là. On peut avoir des innovations pédagogiques. Et donc, dès lors que vous sollicitez un financement sur les projets innovants, il faudra venir justifier en quoi c'est particulièrement innovant. Et là, c'est également les membres du CTP qui viennent statuer sur les prises en charge qui sont effectuées, les prises en charge qui pourront porter sur les coûts pédagogiques ou sur les frais annexes des participants à cette action.
Sur toutes ces actions-là, n'hésitez pas à contacter vos référents en région, qui sont également vos interlocuteurs là-dessus. Dernier élément, parler rapidement sur la formation des bénévoles. Isabelle l'avait mentionné en introduction. Les bénévoles, ils peuvent partir sur des projets de formation collective avec des salariés. Ça, c'est une première chose. Mais on a également des dispositifs qui sont mis en place pour des formations, entre guillemets, 100% bénévoles. Dès lors qu'on n'envoie que des bénévoles, il faut que ce soit des bénévoles dirigeants, les membres d'instances des structures de la branche. Les bénévoles, ils sont plus qu'importants dans nos structures associatives. Et donc, c'est le sens de la mise en place de ces prises en charge. Des prises en charge qui sont les mêmes finalement que pour les salariés, hein, pour les DAF ou pour les ACT, en termes de plafonnement. C'est juste que voilà, les frais annexes, eux, ne sont pas pris en charge, frais de rémunération non plus, évidemment. Et donc voilà. Tout se passe avec l'OPCO, donc n'hésitez pas à solliciter ces financements et à interroger les conseillers emploi formation sur ces sujets. On a fini une grande partie. Je ne sais pas si la présidence souhaite dire un mot sur tout ça. On aurait tellement envie de répondre aux questions. Alors, juste, il y a quand même une question. À quel moment on pourra avoir accès au PowerPoint? Il sera envoyé dans la foulée. Il sera mis en ligne de toute façon sur le. Il sera mis en ligne, oui, tout à fait. Voilà, donc le PowerPoint mis en ligne et les questions qui reviennent, et il y en a énormément, on ne peut absolument pas y répondre là dans le temps qui nous est imparti. On y répondra hein, par une FAQ, donc ne vous inquiétez pas, vous les aurez aussi prochainement sur le site d'Alisfa. Merci beaucoup. Donc, désolé, on s'est un peu précipité sur la fin et c'est pas totalement encore fini puisqu'on souhaitait faire un petit détour vers les ressources et outils disponibles, vous dire quelques mots. Donc, on vous prend encore 5 minutes de votre temps là-dessus puisque voilà, il y a des choses particulièrement intéressantes. D'abord, en termes de ressources, si vous ne connaissez pas le site de branche, c'est important de y aller. Le site de branche, donc www.alisfa.fr, le site d'uniformation, uniformation.fr. Sur le site de branche, si vous n'avez pas encore créé votre espace privé, eh ben, n'hésitez surtout pas à le faire. On vous encourage vivement à le faire. Créer votre espace privé, ça vous permettra d'abord d'actualiser vos informations de contact. Si vous ne recevez pas nos communications, que ce soit par envoi postal ou par mail, c'est l'occasion de mettre à jour vos infos. C'est également l'espace sur lequel vous aurez accès au financement qui transite directement par la CPNUF. Pour toutes les demandes d'APP, de projets innovants, de colloques conférences, tout transite par l'espace privé. Donc, vous aurez besoin de créer votre espace privé pour pouvoir solliciter ces financements. Et il y a également d'autres choses qui sont mises en place sur l'espace privé et qui seront prochainement mises en place. D'abord, il y a une obligation d'envoyer les accords d'entreprise que vous pouvez signer au fil de l'année. Ces accords d'entreprise, vous pouvez nous les envoyer directement via l'espace privé. Ce sont des choses qui remontent ensuite à la CPPNI. Et puis, prochainement, sera mis en place le questionnaire annuel de l'Observatoire qui va transiter via l'espace privé. Auparavant, on envoyait un questionnaire Excel que vous nous renvoyez par mail rempli. Le questionnaire de l'Observatoire, dorénavant, ça sera directement sur l'espace privé. Et le grand avantage d'y répondre sur l'espace privé, c'est que vous aurez accès à vos réponses des années précédentes. Et mieux que ça, si vous répondez une année, les années suivantes, vous aurez des questionnaires qui seront déjà pré-remplis grâce aux éléments que vous nous aurez apportés sur les années précédentes. Donc, ça permettra de gagner du temps sur ce remplissage de questionnaire qui peut être fastidieux. En termes d'outils disponibles, évidemment, le tableau des règles 2025 qui va très vite être mis en ligne sur le site alisfa.fr, les brochures employeurs et salariés. La brochure employeur vous sera envoyée également très vite. Elle sera disponible en ligne et elle vous sera envoyée par courrier. Par courrier avec l'affiche de promotion de la brochure à destination des salariés. Là, on insiste
là-dessus, mais c'est vraiment très important de pouvoir afficher cette affiche dans vos structures pour faire la promotion et pour que les salariés ils sachent qu'il y a également une brochure qui leur est destinée, qui elle n'est disponible qu'en ligne, mais en tout cas, il y a un QR code sur l'affiche qui permet d'accéder directement à cette brochure et c'est particulièrement important de pouvoir en faire la meilleure communication possible. La lettre d'info qui a été publiée en ce début d'année, qui vous a été envoyée, où vous retrouverez tous les éléments explicatifs sur les financements 2025. Dernier élément, le kit de l'entretien professionnel, très important, qui a été mis à jour en 2024. Donc, ce kit de l'entretien professionnel, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un guide pour expliquer qu'est-ce que l'entretien professionnel, qu'est-ce que l'entretien à bilan à 6 ans, c'est quoi la différence avec l'entretien annuel d'évaluation. Il y a à la fois ces guides à destination des employeurs et des salariés. Très important de pouvoir communiquer ces éléments aux salariés. Il y a également une trame type qui répond aux enjeux de l'entretien professionnel dans la branche ALISFA. Donc, une trame que vous pouvez reprendre et compléter directement. Donc, c'est intéressant. On met à disposition cette trame. Et puis, il y a des fiches d'information. Il y a des obligations en termes d'information dans le cadre de l'entretien professionnel. Et donc, la branche a mis en place des fiches d'information pour vous faciliter le travail, pour pouvoir transmettre ces fiches aux salariés et pour faciliter la transmission de l'information. Donc, n'hésitez pas à aller voir le kit de l'entretien professionnel, disponible sur le site alisfa.fr une nouvelle fois. Et à ce sujet, l'Observatoire a lancé une enquête la semaine passée, si je ne me trompe pas, sur l'entretien professionnel. On vous encourage vraiment vivement à y répondre. Vous avez dû recevoir la newsletter la semaine dernière. Si jamais ce n'était pas le cas, vous n'avez pas reçu la newsletter, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse observatoire@cpnef.com. Il y a un questionnaire à destination des employeurs, un questionnaire à destination des salariés. Là, pareil, on compte sur les employeurs pour relayer ce questionnaire auprès des salariés, parce qu'on n'a pas le contact des salariés pour leur communiquer ce questionnaire. Et donc, on avait fait une première vague d'enquête en 2021. L'idée, c'est de pouvoir voir quelles sont les évolutions en termes de pratique et de compréhension de ce qu'est l'entretien professionnel dans les structures de la branche. Et puis, c'est un peu de savoir, de faire le bilan du kit qu'on a à votre disposition. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez utilisé? Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous aidera ensuite à améliorer nos outils. Donc, c'est particulièrement important pour nous que vous répondiez à cette enquête qui est ouverte jusqu'au 22 janvier. Donc, il reste 8 jours pour y répondre. Et enfin, pour finir, je réinsiste sur le fait que suite à ce webinaire, premier temps d'info de l'année, mais il y a beaucoup de temps d'info qui vont suivre, et notamment tous les temps d'info en région, animés par les référents en région et Uniformation, et qui sont vraiment des moments où vous pourrez poser toutes vos questions, où l'échange sera beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous ne trouvez pas les infos, n'hésitez pas à contacter votre RR. Si vous ne trouvez pas votre RR, n'hésitez pas à nous contacter, nous. On vous aidera à trouver les informations. Mais en tout cas, voilà, on insiste un peu lourdement, mais c'est très important de pouvoir participer à ces temps d'information-là. J'en ai fini pour ma part. Oui. Ouais, alors peut-être oui, peut-être une ou deux remarques. Effectivement, on souhaitait revenir sur ce que tu viens de dire, Sébastien. Il s'agit vraiment d'un temps d'information. C'est un peu compliqué d'avoir une visio de 3 heures avec un temps d'échange. Effectivement, ces temps d'échange, c'est plutôt dans les réunions collectives avec les référents régionaux, ou avec UNIF. Je pense que ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est un petit peu compliqué, en tout cas, sous ce format-là, d'avoir un temps vraiment d'échange. Effectivement, on va répondre à l'ensemble des questions via la foire aux questions. De rappeler aussi que les documents qui sont en ligne sur le site de branche ALISFA sont importants et évidemment, ça peut être c'est extrêmement fourni en informations, mais on a vu passer un certain nombre de questions. Je pense que les réponses peuvent s'y trouver, en tout cas sur des choses assez techniques, hein. Évidemment, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des choses un peu plus complexes, mais en tout cas, sur un certain nombre de questions, les réponses se trouvent dans les documents que nous avons, que le service technique a pu formaliser. Voilà, et peut-être aussi une remarque sur… je sais que ça peut être un peu frustrant parfois de ne pas avoir tout de suite les réponses, mais juste se rappeler quand même que le travail que nous faisons est un travail paritaire et qui donne lieu en fait à des compromis
aussi au niveau de la branche, et on essaie de tenir certains équilibres, voilà. Et effectivement, c'est tout le jeu et la beauté de ce type d'instance, qui est une instance paritaire. Je pense qu'on y tient, que les employeurs, les organisations syndicales. Et c'est vrai que il y a des insatisfactions. Et j'espère quand même que globalement, on arrive à tenir quelque chose qui est dans le compromis, dans la mutualisation des fonds des fonds de la branche. Et voilà, donc ça, ce sont des choses qui sont assez importantes et on est attentif à toutes les remarques, toutes les critiques, effectivement, qui remontent à la fois par le biais de l'organisation patronale des LISPA et à la fois au niveau de nos organisations syndicales. Voilà, donc on essaie de trouver ces compromis. Ouais. Je sais pas si tu peux en dire un mot. Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, nous avons répondu tout au long de l'année à quelques courriers. On a rencontré des employeurs. Voilà, on ne reste pas, enfin, on reste à l'écoute des besoins. Après, vous l'avez compris, il y a une situation, il y a un contexte, et il faut qu'on puisse être dans le compromis en gardant les principes qui animent les valeurs de la branche. Moi, je pense que c'est important. La mutualisation, le collectif, on n'y reviendra jamais assez. Et c'est la seule chose qui nous permettra de continuer à avoir des dispositifs dynamiques. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, Sébastien. On peut remercier Sébastien et le service technique pour le travail. Et Anna-Laura. Merci beaucoup à Anna-Laura qui a supervisé l'organisation de cet événement. On vous rappelle, autre webinaire vendredi, il n'y aura pas exactement les mêmes infos, on s'attardera un petit peu plus sur les dispositifs à la main des salariés, donc n'hésitez pas à vous inscrire et surtout à en faire la promotion à tous les salariés d'Eurostructure. Et on vous remercie donc toutes et tous pour votre participation, vous étiez nombreux. Désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, malheureusement c'est le jeu, mais voilà. On l'a indiqué, il y aura des réponses qui seront apportées via une FAQ, il y aura des réponses sur des situations très concrètes qui pourront être apportées par les référents en région sur les territoires. On vous remercie donc toutes et tous et on vous souhaite de passer Merci à tous. une bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.